Le salon de coiffure de Chloé, niché au cœur d'un quartier animé de Lyon, était une ruche bourdonnante de vie et de bruits familiers. Le sifflement constant des sèche-cheveux se mêlait aux éclats de rire des clientes et à la cacophonie des conversations qui s'entrecroisaient. Dans l'air flottaient les effluves chimiques du vernis à ongles et des lacs, une odeur qui pour Chloé était devenue celle de la maison, celle de la survie. Chaque jour était une répétition du précédent. Une routine éreintante, mais nécessaire pour payer les factures. Ses mains, agiles et précises, dansaient sur les têtes et les ongles des autres, créant de la beauté pour des femmes qui lui confiaient leurs secrets. Elle souriait, écoutait, conseillait, jouant son rôle à la perfection, tandis qu'à l'intérieur, une fatigue profonde et une solitude tenace s'étaient installées, un poids invisible qu'elle portait avec une résignation silencieuse. Ce mardi après-midi ressemblait à tous les autres, jusqu'à l'instant où une douleur fulgurante, d'une violence inouïe, la transperça au bas du ventre. Le peigne glissa de ses doigts et tomba sur le carrelage avec un claquement sec qui fit taire toutes les conversations. Un cri étranglé échappa de sa gorge alors qu'elle s'effondrait sur le sol, les genoux pliés, le visage tordu par l'agonie. Autour d'elle, ce fut la panique. Ses collègues se précipitèrent. Les visages des clientes se figèrent dans une expression d'horreur et d'incompréhension. L'une d'elles, plus prompte, attrapa son téléphone en criant qu'il fallait appeler une ambulance, suggérant une crise d'appendicite. Chloé, incapable de parler, ne pouvait que halter, submergée par cette vague de souffrance qui la clouait au sol, au milieu de son propre lieu de travail, exposée et terriblement vulnérable. L'arrivée aux urgences de l'hôpital le plus proche fut un tourbillon confus de lumière crue, de blouses blanches et de questions auxquelles elle peinait à répondre. On lui administra des calmants, mais la douleur, loin de s'atténuer, semblait redoubler d'intensité, revenant par vagues monstrueuses qui la laissaient sans souffle. Elle était allongée sur un brancard dans un couloir bondé, le chaos ambiant se mélangeant à sa propre panique. Les médecins parlaient toujours d'appendicite, préparant des examens, mais quelque chose clochait. Cette souffrance n'était pas normale, elle était primitive, écrasante. Chaque contraction la faisait se cambrer, un gémissement rauque s'échappant de ses lèvres. La peur pure, glaciale, s'emparait d'elle. Elle sentait son corps lui échapper, prise en otage par une force inconnue et terrifiante, et personne ne semblait comprendre ce qui lui arrivait réellement. C'est alors qu'une infirmière plus âgée, au regard perçant, s'approcha d'elle. Elle observa Chloé pendant une longue seconde, puis posa une main ferme sur son ventre dur comme de la pierre. Un éclair de compréhension traversa son visage. Elle se pencha et, d'une voix calme mais ferme qui tranchait avec le chaos environnant, elle prononça les mots qui allaient nous faire voler en éclats le monde de Chloé. « Ma petite, ce n'est pas l'appendicite. Vous êtes en train d'accoucher. » Le temps s'arrêta. Les sons évanouirent. Les mots résonnèrent dans son esprit sans trouver de sens. Une absurdité totale face à la réalité qu'elle connaissait. Accoucher, était impossible. C'est dans ces moments de rupture totale, où la vie bascule sans prévenir, que l'on mesure la fragilité de nos certitudes. Si vous sentez la puissance de ce tournant, songez à vous abonner pour nous permettre de continuer à partager ces récits qui nous rappellent notre humanité. Le choc était une chape de plomb qui l'empêchait de penser, de ressentir. Les mots de l'infirmière résonnaient en boucle dans son esprit, une phrase absurde et insensée, accoucher. Elle, Chloé, qui s'était toujours sentie si déconnectée de son propre corps, dont les règles irrégulières et les douleurs chroniques faisaient partie d'un quotidien qu'elle avait appris à ignorer. On posa sur sa poitrine un petit être chaud et glissant, enveloppé dans un drap blanc. Elle baissa les yeux vers ce visage fripé et rougeau, ses yeux fermés et cette bouche ouverte dans un cri silencieux. Était une étrangère, une parfaite inconnue qui, quelques minutes auparavant, n'existait pas dans son univers. La fatigue et la confusion étaient si profondes qu'elle se sentait spectatrice de sa propre vie, flottant au-dessus de cette scène surréaliste qui se déroulait dans une salle d'urgence impersonnelle. Puis,
Le contact S établi. La peau chaude et fragile du nouveau-né contre la sienne créa une décharge électrique qui la ramena brutalement à la réalité. Les pleurs du bébé s'apaisèrent, se transformant en un léger grognement, et une minuscule main, aux doigts parfaitement formés, s'agrippa à son pouce avec une force surprenante. Le monde extérieur, avec ses bips de moniteur et ses voix étouffées, s'estompa pour ne devenir qu'un bruit de fond lointain. Il n'y avait plus que ce poids sur sa poitrine, la sensation du souffle léger de cet être minuscule. Ce N n'était pas encore l'amour inconditionnel des magazines, mais quelque chose de plus animal, de plus viscéral. Un instinct protecteur, féroce et puissant, qui naissait dans les décombres de son ancienne vie, une certitude silencieuse au milieu du chaos le plus total. Son esprit, malgré l'épuisement, la ramena des années en arrière. Elle se revit plus jeune, assise sur un banc avec des amis, parlant d'un avenir rempli de mariages, de maisons et d'enfants. Des rêves simples que la vie, avec sa cruauté discrète, avait lentement érodés. Elle repensa à cette brève histoire d'amour, quelques mois plus tôt, avec cet homme au sourire facile et aux promesses vides. Une relation qui s'était terminée aussi vite qu'elle avait commencé, la laissant avec une amertume qu'elle avait enfouie sous des couches de travail acharnées. Elle s'était persuadée que l'indépendance était sa force, que la solitude était un choix délibéré pour se protéger de nouvelles déceptions. Elle avait construit une forteresse autour de son cœur, une forteresse que ce petit être venait de faire voler en éclats sans le moindre effort. La réalité la frappa avec la violence d'un coup de poing. Allongée dans ce lit d'hôpital qui sentait l'antiseptique, la panique pure et glaciale remplaça le choc. L'argent. Comment allait-elle faire? Son salaire de coiffeuse suffisait à peine à payer le loyer de son petit appartement et les factures. Elle n'avait aucune économie, pas le moindre euro de côté pour un imprévu, et encore moins pour élever un enfant. Un bébé, était des couches, du lait, des vêtements, un berceau, une liste sans fin de dépenses qui lui donnait le vertige. Le système français offrait des aides, elle le savait, mais les délais administratifs étaient longs. La peur était si intense qu'elle lui coupait le souffle. Elle n'était pas seulement une mère surprise, elle était une mère pauvre, et ce constat la remplissait d'une honte et d'un sentiment d'échec écrasant. La nouvelle, inévitablement, se répandit, d'abord parmi ses collègues, puis à travers le réseau de commérage de ses clientes. Son téléphone ne cessait de vibrer, affichant des messages oscillant entre l'inquiétude sincère et une curiosité malsaine. La question revenait sans cesse, comme un reproche. « Mais comment as-tu pu ne pas le savoir ?» Elle imaginait les conversations dans le salon, les jugements murmurés entre deux coups de ciseaux. On la dépeignait comme une fille inconsciente, irresponsable, peut-être même un peu simple d'esprit. Elle, qui avait toujours mis un point d'honneur à tout gérer seule, à paraître forte, était devenue un sujet de pitié, un fait divers de quartier. La solitude dans sa chambre d'hôpital était immense, amplifiée par le poids de tous ces regards extérieurs. C'est en voyant cette détresse que l'on mesure l'impact de nos paroles. Si vous croyez en la force de l'empathie, rejoignez notre communauté en vous abonnant. Il fallait qu'elle l'appelle. Le père, ses doigts tremblaient en faisant défiler les contacts de son téléphone jusqu'à son nom, qu'elle avait évité de regarder depuis des mois. La conversation fut un supplice. Un long silence suivit son annonce, puis l'incrédulité, la méfiance. Sa voix à lui était distante, sur la défensive. « Tu es sûr que c'est de moi ?» demanda-t-il, des mots qui la transpercèrent comme des éclats de verre. Il promit de réfléchir, de voir ce qu'il pouvait faire, mais le ton était sans appel. Il ne serait pas là. Lorsqu'elle raccrocha, un sentiment de désolation totale l'envahit. La minuscule lueur d'espoir qu'elle avait nourrie sans même s'en rendre compte, l'espoir de ne pas être entièrement seule, venait de s'éteindre. Il n'y avait qu'elle et ce bébé, qu'elle avait décidé d'appeler Rose. Quitter la maternité fut l'un des jours les plus angoissants de son existence. On lui avait donné quelques affaires de première nécessité issues de dons, un siège auto un peu usé, un sac de vêtements trop grand et une boîte de lait en poudre. En franchissant les portes de l'hôpital,
Le soleil de Lyon lui parut agressif, le bruit de la ville assourdissant. Elle tenait Rose dans ses bras, terrifiée à l'idée de la laisser tomber, de ne pas savoir la protéger de ce monde immense et hostile. Son petit appartement, autrefois son refuge, lui semblait soudain rempli de dangers. Les coins de table, les prises électriques, le silence même. Chaque respiration de sa fille était un miracle et une source d'anxiété. Le poids de la responsabilité était si concret, si lourd, qu'il semblait lui écraser la poitrine. Les premières nuits furent un cauchemar éveillé, un tunnel sans fin de pleurs, de doutes et d'épuisement. Rose pleurait, et Chloé, paniquée, essayait tout. Le biberon, le changement de couche, le bercement. Chaque cri était comme une sirène d'alarme, signalant son incompétence. Elle passait des heures dans le noir, assise sur le bord de son lit, à regarder le petit torse de sa fille se soulever et s'abaisser, guettant le moindre bruit, la moindre anomalie. Le sommeil était devenu un souvenir lointain, la solitude nocturne était la pire. Dans le silence de la ville endormie, elle se sentait comme la seule personne au monde à être réveillée. Seule avec sa peur et ce petit être qui dépendait entièrement d'elle pour sa survie. Un après-midi, on sonna à la porte. C était Isabelle, sa collègue du salon. Elle n'arriva pas les mains vides. Dans ses bras, un plat chaud qui embaumait l'appartement et un grand sac rempli de vêtements de bébé. Elle n'a posé aucune question intrusive, n'a offert aucun conseil non sollicité. Elle a simplement pris Rose des bras de Chloé, l'a bercée avec une aisance qui semblait magique, et a dit « Mange un peu, je m'en occupe ». Pendant que Chloé avalait son premier vrai repas depuis des jours, Isabelle lui montra comment emmailloter le bébé, comment interpréter ses pleurs. Ce N était pas de la pitié, C était de la solidarité. Un geste simple, humain, une main tendue qui, pour Chloé, représentait une bouée de sauvetage au milieu d'un océan de désespoir. Plus tard, alors que Rose dormait paisiblement, Chloé la contempla longuement. Le tumulte dans sa tête commença à s'apaiser. Elle détaillait son visage parfait, la douceur de sa peau, les cils si fins qu'ils semblaient dessinés. La peur était toujours là, tapie dans l'ombre. Mais une autre émotion, plus puissante, commençait à prendre le dessus. Une forme d'amour féroce, presque animal. Cette petite personne si fragile était la sienne. Cette pensée, qui l'avait terrifiée, commençait à se transformer en une source de force. Elle n'était plus seulement une victime des circonstances. Elle était la mère de Rose. Et pour Rose, elle devait se battre. C'est dans ce genre de prise de conscience que l'on trouve le courage de tout affronter. Si ce parcours vous inspire, songez à nous rejoindre pour découvrir d'autres témoignages de force intérieure. La bataille suivante se déroula non pas dans son cœur, mais dans les méandres de l'administration française. Elle passait ses journées au téléphone, suspendue à la musique d'attente de la caisse d'allocation familiale, à remplir des formulaires complexes pour obtenir une aide financière vitale. Chaque interlocuteur lui demandait de nouveaux justificatifs, des documents qu'elle n'avait pas, pour une situation que les cases des formulaires ne prévoyaient pas. Déclarer une naissance non préparée, obtenir un numéro de sécurité sociale pour Rose, justifier d'un congé maternité qu'elle n'avait jamais anticipé. Le système, lent et impersonnel, ajoutait une charge mentale et un stress insupportable à son état de fragilité émotionnelle. Chaque appel se terminait par un sentiment d'impuissance et de colère. Un soir, alors qu'elle était au bord des larmes, épuisée par une journée de démarches infructueuses et par les pleurs incessants de Rose, elle commença à fredonner. Une vieille berceuse que sa propre mère lui chantait, une mélodie simple et douce. Soudain, les pleurs cessèrent. Rose la regardait, ses grands yeux sombres fixés sur les siens. Il n'y avait dans ce regard aucune attente, aucun reproche, juste une confiance absolue. Puis, pour la toute première fois, les coins de sa petite bouche étirèrent pour former un sourire édenté, fugace, mais qui illumina la pièce. À cet instant, tout le reste disparut, la peur, l'argent, le jugement. Il n'y avait plus que cet amour pur, immense et indéniable.
qui venait de naître et qui lui donnait la force de déplacer des montagnes. Quelques semaines plus tard, alors qu'une routine fragile commençait à peine à s'installer, le cauchemar prit une nouvelle forme. Une nuit, Rose se mit à pleurer d'un cri strident, différent de ses pleurs habituels. Chloé la prit dans ses bras et sentit une chaleur anormale irradier de son petit corps. Le thermomètre afficha une température alarmante. La panique, pure et glaciale, s'empara d'elle. Seule dans son appartement au milieu de la nuit, elle se sentit plus démunie que jamais. Chaque seconde semblait une éternité. Elle appela les urgences, sa voix tremblante peinant à articuler les symptômes. Enveloppant sa fille dans une couverture, elle se précipita dehors, dans l'air froid de la nuit lyonnaise. Le trajet en taxi fut un supplice, chaque feu rouge, chaque virage augmentant son angoisse. Elle tenait Rose contre elle, murmurant des paroles rassurantes qui s'adressaient autant à sa fille qu'à elle-même. L'arrivée aux urgences pédiatriques fut comme plongée dans un tourbillon de souffrance et d'anxiété. La salle d'attente était bondée, remplie de parents au visage tiré et d'enfants malades. Le bruit des toux, des pleurs et des bips des moniteurs créait une cacophonie stressante. Chloé se vit attribuer un numéro et on lui dit d'attendre. Assise sur une chaise en plastique inconfortable, elle berçait Rose, dont le corps brûlant semblait si fragile entre ses mains. Elle se sentait invisible, une mère de plus dans une mer de détresse. Personne ne semblait voir sa panique, son désespoir. Les heures étiraient, interminables. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, elle levait la tête avec un espoir vite déçu. La solitude était écrasante, une chape de plomb qui s'ajoutait à la peur viscérale de perdre ce petit être qui était devenu le centre de son univers. Enfin, après ce qui lui parut une vie entière, un médecin les examina. Le diagnostic tomba, clinique et impersonnel, une infection virale courante chez les nourrissons. On lui prescrivit des médicaments pour faire baisser la fièvre et on la renvoya chez elle, avec pour seule consigne de surveiller l'évolution. De retour dans la salle d'attente pour récupérer les ordonnances, Chloé s'effondra intérieurement. C'était tout, pas de certitude, pas de réconfort, juste une consigne vague qui la laissait seule face à ses angoisses. Elle regarda le visage endormi de Rose, ses joues rouges et sa respiration sifflante. C'est là, au milieu du chaos impersonnel de l'hôpital, qu'elle atteignit son point de rupture. Les larmes, qu'elle avait retenues si longtemps, commencèrent à couler en silence sur ses joues. Des larmes de épuisement, de peur et d'une profonde solitude. Alors qu'elle observait sa fille, une vague de clarté submergea son désespoir. Ce petit être si vulnérable dépendait entièrement d'elle. La peur ne pouvait plus être une option. Se penchant sur le visage de Rose, elle murmura une promesse, un serment qui venait du plus profond de son âme. « Je ne sais pas comment, ma chérie, dit-elle d'une voix brisée mais ferme, mais je te jure que je trouverai une solution. Personne ne te fera jamais de mal. Je suis là. » Ces mots n'étaient pas seulement pour sa fille, ils étaient pour elle-même. C'est était l'adieu à la Chloé victime des circonstances. À cet instant précis, elle accepta pleinement son rôle, non comme un fardeau, mais comme une mission sacrée. La peur ne était pas envolée, mais elle était transformée en une force inébranlable, une détermination féroce. Une paix étrange s'installa en elle. Le bruit de la salle d'attente sembla s'atténuer. Elle n'était plus seule. Elle était la mère de Rose, sa protectrice, son roc. Elle se redressa, essuya ses larmes avec le dos de la main, et son regard, était plus celui d'une femme effrayée, mais celui d'une guerrière. Lorsqu'une infirmière appela son nom, sa voix pour répondre était claire et stable. Elle quitta l'hôpital alors que les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel de Lyon. Le monde extérieur était le même, mais elle était différente. Cette nuit d'angoisse ne l'avait pas brisée, elle l'avait forgée. Elle tenait sa fille contre son cœur, non plus avec la peur de l'inconnu, mais avec la certitude tranquille qu'ensemble, elles pouvaient affronter n'importe quelle tempête. L'histoire de cette nuit d'angoisse et de la promesse murmurée se répandit. Mais cette fois, Hélène était plus un simple commérage.
Portée par la voix d'Isabelle, elle devint un récit de courage qui toucha le cœur de la communauté. Les murmures de jugement se transformèrent en une vague de solidarité inattendue. Un matin, en ouvrant sa porte, Chloé découvrit des sacs remplis de vêtements pour bébé, de couches et de petits pots, déposés anonymement. Au salon, une boîte à dons était apparue, discrètement placée près de la caisse. Des clientes qu'elle connaissait à peine lui proposaient de garder Rose 1 heure ou 2, juste pour qu'elle puisse souffler. Ce haine était plus de la pitié, mais un profond respect. Pour la première fois depuis des semaines, Chloé ne se sentit plus seule face à une montagne infranchissable, mais entourée par des mains tendues qui l'aidaient à la gravir, pas à pas. Cette bienveillance collective fut le carburant dont Chloé avait besoin pour transformer sa promesse en réalité. Chaque geste de soutien allégeait le poids de l'immédiat et lui permettait de lever les yeux vers l'avenir. Elle retourna travailler, non plus avec la fatigue résignée d'avant, mais avec une détermination nouvelle. Ses mains étaient toujours aussi agiles, mais son regard avait changé. Il y avait en elle une assurance tranquille, celle d'une femme qui avait affronté sa plus grande peur et en était sortie victorieuse. L'aide de la communauté lui permit de mettre un peu d'argent de côté, de rêver au-delà du prochain loyer. L'idée d'ouvrir son propre salon, un rêve qu'elle avait enterré depuis longtemps, refit surface. Non plus comme une fantaisie inaccessible, mais comme un objectif tangible. Pour Rose, et pour elle-même, elle allait construire une vie, pas seulement survivre. 5 ans plus tard, une enseigne discrète mais élégante ornait la vitrine d'un petit local chaleureux, l'atelier de Rose. Ce N n'était pas juste un salon de coiffure, était le sanctuaire de Chloé. L'odeur des produits capillaires se mêlait désormais à celle des crayons de cire et du chocolat chaud. Dans un coin aménagé pour elle, une petite fille de 5 ans, aux yeux sombres et pétillants, dessinait avec application, levant parfois la tête pour lancer un sourire à sa mère. Rose avait grandi dans cette cocon d'amour, entourée par les tatas du quartier qui venaient se faire coiffer et lui glissaient un bonbon. Chloé, elle, était devenue le pilier de ce petit univers. Elle n'était plus la jeune femme effacée et fatiguée, mais une chef d'entreprise sereine, dont la force tranquille inspirait toutes celles qui passèrent la porte de son atelier. Un après-midi, une jeune cliente, la main posée sur son ventre arrondi, confia à Chloé ses angoisses face à sa grossesse inattendue. Chloé arrêta ses ciseaux, posa une main rassurante sur l'épaule de la jeune femme et la regarda avec une profonde empathie. « Ne vous en faites pas », dit-elle d'une voix douce, son regard se tournant vers Rose qui riait en dessinant. « Les plus beaux cadeaux que la vie nous offre sont souvent ceux que l'on n'attendait pas. » Ces mots, chargés de tout son parcours, résonnèrent dans le salon comme une vérité universelle. C'est en partageant des histoires comme celle-ci que nous nous rappelons que nous ne sommes jamais vraiment seuls face à l'imprévu. Si ce témoignage vous a touché, votre abonnement nous aide à continuer de transmettre cette lumière et cette force à d'autres.